Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Frédéric Aziza. Merci d'être avec nous. Et puisque cette émission s'appelle Les Enfants de la République, eh bien, qu'est-ce que représente la République pour vous ? Pour moi, la République, c'est sa devise. Liberté, égalité, fraternité, qui sont des choses très concrètes. La liberté, liberté d'expression, Dieu sait qu'elle est menacée en ce moment. L'égalité, qui va devenir de plus en plus importante, parce que je pense qu'un des risques au lendemain de cette crise économique, c'est l'accroissement des inégalités. Et puis la fraternité, parce que je pense que c'est ce dont nous avons le plus besoin en ce moment. En ce moment. Et puis alors, il y a la République, il y a les valeurs de la République, et puis il y a aussi les symboles, et ceux qui, comme vous l'incarnez, ces symboles. Et ce livre, L'Ange et la Bête, que vous venez de publier chez Gallimard, c'est le livre de quoi ? D'un témoin, d'un écrivain, d'un acteur de cette année de crise que vous décrivez dans ce livre, celui d'un ange, celui d'une bête, ou tout simplement celui d'un ambitieux? Non, c'est le livre d'un acteur engagé. Je suis ministre de l'économie et des finances. Je l'ai écrit en fonction. Et c'est un vrai choix de ma part. J'ai beaucoup pesé le pour et le contre. Et puis, à un moment donné, j'ai ressenti la nécessité de raconter ce que j'avais vécu pendant cette crise, pendant ces 3 années de ministre de l'économie et des finances. Et je démarre le livre en partant de l'incendie de Notre-Dame, parce que ça a été le moment, le 15 avril 2019, où j'ai vu s'effondrer toute une partie de ma vie, y compris de ma vie personnelle, et où je me suis dit, voilà, il faut écrire ce livre, tu n'as pas le choix. Et alors, dans ces premières pages du livre, donc, comme vous le dites, vous décrivez l'incendie de Notre-Dame, et vous confiez que vous avez pleuré. Donc c'est parce que vous avez vu s'effondrer une partie de votre jeunesse, de votre enfance, parce que c'était aussi peut-être une partie d'histoire de France, ou parce qu'il disparaissait en fumée, ou c'est parce que c'était le symbole, quelque part, du déclin français. Alors c'est un qui partait en fumée. Ce que vous dites est parfaitement juste. C'est un déclin mélange français, peut-être déclin de l'Occident. De sentiments que voilà, il y a une partie de votre enfance qui s'effondre. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à Notre-Dame. J'ai chanté comme jeune choriste dans Notre-Dame. J'ai passé du temps dans cette cathédrale. C'est un symbole de culture qui s'effondre, alors même que c'était le symbole d'une pérennité, de quelque chose d'inébranlable qui ne pouvait pas être détruit. Et ce qui ne pouvait pas être détruit était détruit sous mes yeux par les flammes. Et d'ailleurs, ça n'a pas été détruit. Et d'ailleurs, au bout du compte, ça n'a pas été détruit totalement, mais bon, il faut quand même reconstruire une grande partie. En revanche, ce n'est pas pour moi le symbole d'un effondrement de l'Occident, d'un déclassement français. Je suis persuadé que la France a son histoire devant elle, mais qu'elle n'arrivera à construire son histoire que si précisément elle reste fidèle à sa culture, à sa mémoire et à ses grandes pages d'histoire. Alors, ça fait quoi, Bruno Le Maire, d'être ministre de l'économie à l'ère du quoi qu'il en coûte ? Et puis, une question peut-être un peu liée à ça. Est-ce que le monde politique nourrit ou détruit la créativité de l'écrivain ? Je pense qu'en l'espèce, il la nourrit, puisqu'il l'alimente avec des scènes, avec des réflexions, avec des rencontres. Et on le voit dans les... Je crois que c'est 388 pages, votre livre, quelque chose comme ça. À peu près. Il y a beaucoup de rencontres avec des Français, avec des salariés, avec des chefs d'État, avec des homologues, avec des banquiers centraux. Voilà, raconter de l'intérieur ce que c'est que la vie d'un ministre de l'économie et des finances. Je pense que pour les Français, il est important de pouvoir toucher du doigt, voir concrètement comment est-ce que les choses se passent. Et pourtant, vous avez vu qu'on vous a critiqué, beaucoup de commentateurs, même certains de vos collègues ministres, se sont dit, quand même, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances et de la relance, pendant cette période de crise, il a quand même trouvé le temps d'écrire. Comment il a fait ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui trouvent le temps de faire du sport, il y en a d'autres qui trouvent le temps de sortir quand on pouvait encore sortir, il y en a d'autres qui trouvent le temps de prendre des vacances. Moi, je prends le temps d'écrire parce que c'est nécessaire pour moi. Je le fais. J'ai commencé pendant les vacances d'été et ensuite, quand je voyais que ce livre était une nécessité pour moi, j'ai poursuivi. Mais tout ce qui quand vous écrivez devrait s'y être habitué depuis des années que j'écris des livres. C'est une part qui n'est pas négociable de moi-même. Et vous écriviez. Et vous écrivez à quel moment de la journée ? Très tôt le matin, j'ai commencé pendant les vacances d'été, puis à la sortie des vacances, à la fin du mois d'août, je me suis dit il faut absolument terminer ce livre, il y a une urgence, et donc ça suppose de se lever un peu plus tôt, à 5 heures au lieu de 6 heures, et de gagner comme ça 1 heure, 1 heure et demie dans la journée pour pouvoir terminer son livre. Alors, en tout cas, vous avez prouvé une nouvelle fois, parce que vous en avez écrit un certain nombre de livres, d'ailleurs je crois que c'est toujours chez Gallimard, quand même une édition... importante, l'édition des écrivains, l'éditeur des écrivains. Donc vous avez prouvé une nouvelle fois avec ce livre que vous savez écrire, que vous savez compter, que vous êtes aussi un homme de culture, que vous avez une mémoire historique, une mémoire politique. Est-ce qu'il y a un lien entre littérature et pouvoir ? Il y a un lien en France
très direct. Il y a C'est en peut-être France d'ailleurs le très- seul pays au monde où il y a un lien aussi étroit entre la littérature et le pouvoir. Parce que en France, la littérature est une représentation du pouvoir. Vous avez beaucoup d'écrivains qui ont soit exercé des fonctions de pouvoir, soit des fonctions de pouvoir qui se retrouvent dans la littérature. Il y a une imbrication complète, tout simplement pour une raison fondamentale. C'est que la nation française, c'est sa langue. La France, c'est la langue française. Ce qui nous rassemble, nous Français de métropole ou des territoires d'outre-mer ou d'autres nations, on parle encore le français. Ce qui fait qu'on se sent français fondamentalement, c'est notre langue. Et c'est pour ça qu'écrire pour un responsable politique, ça ne devrait pas choquer les autres responsables politiques. C'est une prolongation de l'action politique. Mais vous savez très bien que pour un politique, il y a écrire et faire écrire ses livres. Quand on vous lit, on sait que c'est vous qui avez écrit ces livres. Et puis la relation entre littérature et pouvoir, elle n'est plus ce qu'elle était hier, il y a peut-être quelques dizaines d'années. Hein. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Vous êtes l'un des seuls qui symbolisait cette relation pour moi entre littérature et pouvoir. C'est très dommage parce que je considère qu'on ne publie pas un livre quand on est responsable politique pour promouvoir une campagne électorale ou se mettre en situation. Là, l'objectif, c'est vraiment faire participer les Français à ce qu'est la vie quotidienne d'un ministre de l'économie et des finances en pleine crise et donner d'une certaine façon de la beauté à la vie politique par la langue et par la littérature. Alors on va en reparler de ce que vous écrivez dans ce livre et puis on ira au-delà, bien entendu, crise sanitaire et puis le reste, l'avenir. Alors vous l'avez souvent montré, vous le montrez encore dans ce livre, gouverner, ça passe par la parole, par le verbe, par des discours, par l'écriture. Et vous avez rappelé souvent, encore dernièrement, au moment de sa disparition, votre admiration pour Jacques Chirac, avec qui vous avez travaillé directement quand vous avez été directeur de cabinet de Dominique de Villepin à Matignon. Et ce qu'on en retient notamment et beaucoup surtout du mandat de Jacques Chirac, c'est ce discours du Veldiv. Un discours qui a marqué une rupture avec non seulement ses prédécesseurs, mais aussi avec la doxa gaulliste. Peut-être comment vous avez vécu le cheminement de ce discours et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans votre mémoire? Pour moi, c'était un moment extrêmement fort. D'abord, parce que j'ai toujours considéré que la Shoah était un élément fondateur de notre ambition européenne et de notre projet européen. Il y a le projet européen en réponse au crime de la Shoah. Ensuite, parce que j'ai toujours été effrayé, et pour moi c'est un motif d'incompréhension, par les crimes de Vichy. Toujours effrayé. Pour moi, c'est quelque chose de difficile à penser, tellement c'est contradictoire avec l'idée que je me fais de l'histoire et de la nation française. Et puis, j'ai été élevé dans cette tradition gaulliste, où je rappelle, le général de Gaulle disait que Vichy était nul et non avenu. Et comme toujours avec le général de Gaulle, les mots étaient soigneusement choisis. C'est-à-dire nul et non avenu, c'est-à-dire que ça ne s'était pas produit. La même chose que ce que disait Mitterrand après lui. La même chose que disait ensuite Mitterrand dans la prolongation de Gaulle. Et comme toujours, le paradoxe de l'histoire, c'est que c'est un gaulliste, Jacques Chirac, qui a rompu avec la doxa gaulliste en expliquant que oui, l'État français était responsable des crimes de Vichy. Et je me souviens ensuite, parce qu'une fois encore, c'est une question qui me travaille profondément, je suis allé au mémorial de la Shoah accompagné par mon ami François Heilbronn. J'ai vu les écrits du maréchal Pétain. J'ai vu le statut de la fonction publique avec rayé par le maréchal Pétain l'accès des Juifs à certaines professions de la fonction publique. J'ai vu le télégramme dans lequel Laval, en réponse à proposition allemande qui dit voilà, on va déporter tous les Juifs, sauf ceux de moins de 18 ans. Et Laval corrige et dit non, mettez aussi ceux qui ont jusqu'à 16 ans. Et Zemmour aujourd'hui dit quoi? Pétain a sauvé les Juifs français. Mais entendre ça, ça me révolte. Enfin, moi, j'inviterais volontiers Éric Zemmour à aller avec François Heilbronn au mémorial de la Shoah et puis prendre tout simplement les documents entre ses mains. Il faut prendre les pages entre ses mains. Il faut voir l'écriture très appliquée du maréchal Pétain. C'est à la mine de plomb sur le document, rajoutant certaines fonctions comme interdites aux Juifs. Il faut voir le télégramme. Il faut voir le télégramme allemand rayé de la main de Laval qui durcit ce que proposent les nazis. Voilà des documents découverts en tout cas récupérés par Serge Klarsfeld. Alors 25 ans après, ce discours de Jacques Chirac, l'antisémitisme est toujours là. On a commémoré cette semaine d'ailleurs le 15e anniversaire de l'assassinat d'Ilan Halimi, enlevé, torturé, tué parce que juif. L'antisémitisme, vous venez d'en parler, c'est toujours un mal français, Bruno Le Maire? L'antisémitisme, je pense que c'est
un mal indéracinable. Pas simplement un mal français, mais un mal indéracinable à travers la planète. Les Juifs sont et restent très souvent, trop souvent, sur beaucoup de points du territoire, les boucs émissaires de tous les ressentiments, de toutes les craintes, de toutes les peurs, de toutes les haines, de toutes les hostilités. Et il faut être lucide là-dessus. Parce que vous savez que ce mal est un mal indéracinable qui peut repousser à tout moment, qu'il faut le combattre sans relâche à tout instant. Comme il faut combattre sur le territoire. toutes les autres formes de racisme. Comme il faut combattre toutes les autres formes de racisme. Et l'antisémitisme est pour moi un mal indéracinable à travers la planète qui justifie une vigilance de tous les instants. Alors il y a eu cette phrase forte d'Emmanuel Macron au soir de la décapitation du professeur Samuel Paty. C'était il y a 4 mois. Ils ne passeront pas. Et pourtant, 4 mois après, il y a eu cette séquence de trappe où un professeur de philosophie d'un lycée de la ville, Didier Lemaire, hein, c'est pas votre frère, c'est Didier Lemaire, a dû être placé sous protection policière du fait des menaces après avoir dénoncé la progression, c'est ce qu'il a indiqué, progression d'une emprise communautaire sur cette ville. Comment cela vous fait réagir ? 4 mois après Samuel Paty, quand on arrive là. Ça me fait réagir comme je réagis depuis maintenant des années, c'est-à-dire avec une horreur profonde, certaine colère aussi, parce que je dénonce depuis des années, comme beaucoup d'autres, je ne suis pas le seul, nous sommes beaucoup à le faire, ce que j'appelle l'islam politique. Et c'était au centre de votre campagne pour la primaire présidentielle. C'était au centre de ma campagne pour la primaire, c'était au centre de mon engagement. Et de votre combat. Pour moi, c'est totalement contradictoire avec les valeurs les plus fondamentales de la nation française, de la République française. Et on voit à la faveur de cette histoire avec Didier Lemaire que dans le fond, c'est insidieux, ça revient sans cesse, ça gagne les esprits. Alors évidemment, tout le monde est révolté, bouleversé quand un enseignant est décapité. Et le président de la République a eu les mots justes au moment de cette cérémonie dans la cour d'honneur de la Sorbonne, où nous avons tous été profondément touchés par les mots du président de la République, par cette cérémonie, par ce qui était arrivé à cet enseignant qui était censé transmettre des valeurs et qui a été décapité parce qu'il transmettait ces valeurs, parce qu'il faisait tout simplement son métier. Et le drame, c'est que quand vous voyez un enseignant qui tient des propos qui sont tout simplement des propos d'alerte, qui dit attention, il y a des dérives communautaristes, il y a des menaces insidieuses, il faut veiller à cela, que cet enseignant puisse à son tour être menacé, à son tour mis en difficulté, vous vous dites qu'effectivement, mise en cause par le maire de la ville, combat doit être mené sans relâche. Une petite question aussi brève par rapport à ça. Le maire d'Olioul, c'est une commune du Var, a dû renoncer à donner le nom Samuel Paty au collège de sa commune. Pourquoi ? Parce qu'il a eu face à lui l'opposition d'une partie des parents d'élèves et aussi des professeurs, dont la responsable du SNES du collège. Et qu'est-ce qu'elle a dit, cette responsable du SNES du collège ? On n'en veut pas parce que ça ferait de nous une cible. C'est quoi ? C'est la lâcheté ou c'est l'esprit de Munich ? Je ne suis pas là pour dénoncer les uns ou les autres. Je dis simplement qu'un combat est perdu quand la peur a gagné. Et l'islam politique, c'est cela. Le combat sera perdu le jour où la peur de l'islam politique l'aura emporté sur tout le reste. Et c'est exactement ce en train de se passer aujourd'hui. C'est exactement ce qu'ils veulent dans certains points du territoire, nous faire peur. Territoire perdu de la République, comme on a dit, intégrer dans nos esprits l'idée que dans le fond, il faut tout de même comprendre. Il faut tout de même accepter, il faut tout de même tolérer. Non, on ne comprend pas, on ne tolère pas ceux qui en veulent à notre vie, ceux qui sont responsables de la décapitation de Samuel Paty et ceux qui veulent briser la liberté d'expression des Français. Alors une dernière question sur ce sujet avant de parler de la crise sanitaire. Est-ce que c'est juste de dire que le président turc Erdogan infiltre la France ? Est-ce que Erdogan, son régime et l'entrisme turc en France est un danger pour la France et pour l'islam de France ? Enfin, ce que chacun sait, je ne pense pas faire de grandes révélations, c'est que le régime turc souhaite partout en Europe, pas simplement en France, également aussi en Allemagne, exercer son influence et qu'aucune influence extérieure n'est acceptable sur le territoire de la nation française. Et ça se voit même au niveau économique, financier, budgétaire. Je le vois surtout comme élu local, je le vois dans mon département de l'Eure, on peut le voir dans d'autres territoires, par exemple dans le territoire du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, on voit la frontière allemande, par exemple. Influence. On le voit aussi en Allemagne, et je suis arrivé d'en discuter avec des responsables politiques allemands, donc il faut savoir faire respecter des règles, aucune influence étrangère n'est acceptable sur le territoire de la République. Alors votre livre, on revient à votre livre, Bruno Le Maire, c'est le récit de l'intérieur de la gestion de la crise sanitaire. Est-ce que c'est juste de dire que
cette crise bouleverse tout. Je pense qu'elle bouleverse beaucoup de certitudes, beaucoup d'habitudes, et que nous aurons au lendemain de cette crise une période qui va être radicalement différente, qui est d'ailleurs difficile d'inventer, mais radicalement différente. Mais déjà dans la crise, ça bouleverse beaucoup de choses. Moi, je suis le ministre qui, il y a 2 ans à peine, 24 mois à peine, hésitait à dépenser 50 millions d'euros. Et quand il dépensait 100 millions d'euros, se disait discutons-en avec le président de la République, discutons-en avec le président de la République. Et là, lorsqu'il y a 1 milliard ou 2 milliards supplémentaires à trouver, en 48 heures, on les trouve pour soutenir des commerces qui sont fermés, aider les restaurateurs ou venir en aide aux stations de ski, aux stations de montagne. On a changé de monde. Ce qui nous conduira à parler tout à l'heure de la dette. Hein. Vous êtes considéré comme quelque part comme l'avocat des petits patrons, des artisans, des commerçants, du monde de la culture, encore des restaurateurs. Sur les restaurateurs, qu'est-ce que vous leur dites? Vous allez rouvrir rapidement, avant le printemps, vos restaurants. Et qu'est-ce que vous dites au monde de la culture? Les salles de spectacle, les cinémas pourront... C'est un honneur pour moi, je ne le cache pas, de défendre les commerçants, les indépendants, les restaurateurs, tous ceux qui ont consacré toute leur vie à un métier et qui voient le travail d'une vie qui s'effondre sous leurs yeux parce qu'ils sont fermés. Je ne peux prendre aucun engagement sur les dates. J'ai toujours refusé de le faire parce que ce serait tout simplement mentir à ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, le virus est stabilisé, mais demain, si vous avez comme en Moselle un nouveau virus, un nouveau variant, le variant sud-africain qui s'étend, et que j'ai pris un engagement sur une date comme ça, au petit bonheur la chance, ils m'en voudront légitimement. Alors que ça veut dire, avant le printemps, c'est pas sûr. Il n'y a aucune certitude. Il n'y a aucune certitude. Et je ne donnerai aucun chiffre, aucune date sur la possibilité d'une ouverture des restaurants. Je souhaite de tout cœur qu'ils puissent rouvrir le plus vite possible, mais le seul engagement que je peux donner, et celui-là, il est ferme et définitif, c'est que tant qu'il y aura des mesures de restriction sanitaire, il y aura un soutien public aux restaurateurs, aux bars, à tous ceux qui sont touchés par la crise, aux salles de sport, aux salles de cinéma, aux salles de théâtre. Le soutien restera total tant que la crise sera là. Et est-ce que vous confirmez ce que disent un certain nombre de responsables de ce secteur d'activité, les restaurants, la restauration ou éventuellement l'hôtellerie, que un restaurant sur toi, voire 2 restaurants sur toi pourraient fermer après la crise? Non, moi je ne confirme pas ces chiffres-là. Ce que je constate, j'essaie d'être très pragmatique, c'est qu'on nous avait annoncé une vague de faillites sans précédent en 2020. Il y a eu 35 000 faillites, là où d'ordinaire il y en a 50 000. Donc on a bien protégé justement les entreprises et nous continuerons à le faire. On nous annonçait 900 000 destructions d'emplois, c'était le chiffre de l'UNEDIC pour 2020. Il y en a eu 365 000, donc 3 fois moins. Parce qu'avec le chômage partiel, nous avons protégé les salariés. Et moi, ma responsabilité, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait le moins de faillites possible, le moins de fermetures de restaurants, d'hôtels, de bars possible. Sur le secteur culturel, vous dites comme les restaurants, je ne peux pas faire de prévision. Non, je ne peux faire aucune annonce, aucune prévision. La seule chose, c'est qu'il est objectivement plus simple de rouvrir un musée où les gens circulent avec un masque que de rouvrir un restaurant où les gens sont attablés sans masque. Voilà, et idem pour les salles de spectacle et des cinémas. Pareil pour les salles de spectacle ou de cinéma. Enfin, je sais que Roselyne Bachelot se bat beaucoup pour les soutenir. Et elle dit que vous l'aidez beaucoup d'ailleurs. Mais je l'aide beaucoup parce que je pense que la culture, c'est tout simplement la France. Et donc il faut soutenir les milieux culturels le plus possible et le mieux possible. Mais nous ne pouvons, ni Roselyne Bachelot, ni moi-même, ne prendre d'engagement de calendrier. Alors, est-ce qu'il est, et vous disiez, tout a changé maintenant, avant la crise, on hésitait, on ne pouvait pas comme ça donner de l'argent en fonction des situations des uns et des autres. Est-ce qu'un homme de droite devient un homme de gauche dans une telle crise? Et est-ce que c'est quand je me suis engagé derrière Emmanuel Macron, c'était précisément pour dépasser le concept que je crois complètement obsolète de droite et de gauche. Quand je vois une crise de cette violence-là arriver, je raconte dans le livre que dès le G20 de Riyad en Arabie Saoudite en février, on sentait venir cette crise. Que je rentre à Paris et que je propose des décisions tout début mars au président de la République et au Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, je ne me dis pas est-ce que c'est de droite ou est-ce que c'est de gauche, je me dis de quoi est-ce que les entreprises et les salariés vont avoir besoin. Ils vont avoir besoin immédiatement de trésorerie. Parce que le jour où votre restaurant est fermé, votre bar est fermé, votre hôtel est vide et que vous n'avez plus de recettes, la première chose qui vous manque, c'est de la trésorerie. D'où les prêts garantis par l'État. Et je ne me dis pas c'est de droite, c'est de gauche. Je me dis est-ce que c'est efficace ou pas efficace. Alors vous dites que les clivages ne veulent plus rien dire, mais
aujourd'hui, vous considérez toujours comme étant un homme de droite, ou vous dites, je suis peut-être plus social qu'avant? Non, moi je me reconnais plus dans ces étiquettes-là. J'ai une culture de droite, c'est évident. J'étais élevé dans une culture de droite, pour laquelle d'ailleurs j'ai de la reconnaissance. Je pense que cette culture-là, elle est précieuse. Mais aujourd'hui, le clivage gauche-droite n'est pas opératoire pour penser le monde qui vient et pour apporter des réponses au monde qui vient. Savoir si on soutient l'hydrogène et le développement de l'hydrogène, c'est pas de droite ou de gauche. C'est juste un choix technologique pour l'avenir de la France. Savoir si on soutient les commerces qui sont fermés, c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de justice. Donc tout ça, ces clivages qui ont organisé la vie politique française depuis maintenant des décennies, pour moi, ils sont totalement dépassés. Alors, sur la dette... Je dis au passage que je regrette de voir parfois, dans notre propre majorité, certains qui veulent rétablir le clivage droite, le clivage gauche. Quand j'entends il faut renforcer l'aile gauche ou la jambe gauche de la majorité... c'est des collègues à vous qui disent ça. Mais d'accord, mais je le regrette parce vous le regrettez, pourquoi? On rétablit ce que nous intéressant avons ce que vous dites. voulu. Pourquoi? Mais parce ça veut pas que dire nous que rétablissons, ce que vous disiez avant n'était pas intéressant. Nous rétablissons nous-mêmes Ouais. ce que le président de la République, avec son élection, a voulu dépasser, c'est-à-dire ce clivage droite-gauche. Donc ne retombons pas dans les pièges de la vieille politique, alors que nous avons voulu construire un nouvel horizon pour les Français qui dépasse ce clivage. Parce que ça, vous le dites à qui? Vous le dites à Jean-Yves Le Drian, vous le dites à Olivier Dussopt, qui est votre ministre des Comptes publics, vous le dites peut-être à Gabriel Attal, à tous ceux qui sont issus de la gauche. C'est un remarquable ministre. Oui, mais il se considère comme de gauche. Et il dit aussi il faut donner un peu plus de corps à cette le cas gauche d'Olivier de la Dussopt majorité. est intéressant. Il est ministre délégué dans mon ministère. C'est un ministre remarquable, efficace, compétent. Sur mais c'était lequel pas la question, je peux me reposer. Mais ouais. c'est justement ce qui est intéressant, c'est que quand il prend une décision, mais qu'il dit, il faudrait dépenser un peu moins d'argent là, parce que c'est mauvais pour les comptes publics, on pourrait se dire, tiens, mais dans le fond, il est plus à droite que son ministre des Finances, qui lui vient de la droite et qui dépense pour soutenir l'économie. Parce que ce que vous disiez, donc vous voyez bien que tout ça n'est pas opératoire. Parce que, oui, c'est pas opératoire, mais ce que vous disiez là, ça peut aussi s'adresser à Emmanuel Macron, qui a eu l'air, ces derniers jours, ces dernières semaines, de faire quelques pas vers la gauche. Je considère que la réélection d'Emmanuel Macron, que je souhaite, elle passe justement par la poursuite du dépassement de ce clivage qui ne parle plus aux Français. Ils attendent autre chose de la responsable politique que des affrontements entre des camps. Ils attendent un dépassement. Le dépassement, c'est le propre même de ce qu'a voulu bâtir le président de la République. Et je serai très vigilant sur ce sujet parce que j'ai pas envie que nous retombions dans les vieux errements qui ont déçu les Français. Sinon, ça veut dire que si ça se passe pas comme ça, vous quittez le gouvernement? Ça veut dire que je parle avec une voix libre, parce qu'il n'y a que les voix libres qui sont utiles pour un président. Alors, voix libre, justement, par rapport à la dette, Bruno Le Maire, pardon, pas Didier, Bruno Le Maire. Donc, on va atteindre, la dette publique va dépasser les 120, peut-être 130% du PIB. Que dites-vous à ceux qui affirment qu'il ne faut pas rembourser la dette, qu'il faut mieux en faire une dette perpétuelle sur 50, voire sur 100 ans? D'abord, moi, je suis toujours épaté par la manière dont on pose des débats qui ne se posent pas sur la table. La question n'est pas de savoir si on va rembourser ou non la dette. La vraie question aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous rétablissons des finances publiques qui nous permettent d'avoir des réserves financières le jour où il y a une nouvelle pandémie. Ça me paraît un meilleur débat. Le débat sur l'annulation de la dette est un débat oiseux. C'est-à-dire un débat inutile. Je considère qui est quand même lancé, qui sera peut-être d'ailleurs l'un des débats de la campagne présidentielle. Peut-être, mais je pense qu'un débat plus courageux serait le débat sur comment est-ce que nous reconstituons des réserves financières, comment est-ce que nous rétablissons nos finances publiques pour que si demain il y a une nouvelle pandémie et que nous avons à nouveau besoin de dépenser des milliards d'euros pour protéger notre économie, nous les avons à notre disposition. Alors ces réserves financières, on peut les créer à travers la croissance. Pour moi, la meilleure façon de rembourser la dette, parce que rembourser la dette, c'est garantir à nos créanciers qu'ils peuvent continuer à investir sur la dette française parce que nous rembourserons l'argent que nous avons emprunté. C'est une question de crédibilité de la signature française. La France a fait défaut qu'une fois dans son histoire. Je ne veux pas qu'elle le fasse une seconde fois. Donc la dette, elle peut se rembourser par un surplus de croissance. Alors, elle peut se rembourser d'abord par de la croissance, parce que ça vous permet d'avoir un volume de richesse plus important. D'où ma question, les questions que je voulais vous poser. Vous êtes toujours à 5% de prévision de croissance ou pas? 6%, et ça reste notre objectif pour 2021. Je pense que nous pouvons atteindre les 6% de croissance. Les dépasser? C'est un vrai défi, il ne faut pas se le cacher. Et ce défi dépendra énormément de la situation sanitaire.
Si la situation sanitaire se détériore et que nous sommes obligés de prendre des mesures plus strictes, nous ne pourrons pas atteindre les 6% de croissance. Si la situation sanitaire reste sous contrôle et que nous continuons à avoir l'activité que nous avons aujourd'hui, la France a des capacités de rebond économique exceptionnelles et nous pourrons faire les 6%. Je vous ai interrompu tout à l'heure. Donc, du remboursement de la dette, ça peut être la croissance. Ça peut être aussi des réformes, ça peut être quoi ? C'est d'abord la croissance, c'est ensuite la maîtrise des finances publiques, c'est-à-dire admettre qu'il y a des dépenses publiques qui sont moins nécessaires que d'autres, et puis c'est des réformes de structure. C'est diminuer et réduire le nombre de fonctionnaires ? C'est notamment dans les réformes de structure la plus importante pour moi, la réforme des retraites. Parce que chacun voit bien qu'un pays qui a le système social le plus généreux au monde ne peut pas être en même temps le pays qui a la durée de travail tout au long de la vie, je parle bien de tout au long de la vie, qui est parmi les plus faibles des pays développés. Alors, et à un moment donné, il y a un problème. Et la responsabilité politique n'est pas de mettre les problèmes sous le tapis, c'est de les poser sereinement sur la table, pour qu'on ait un diagnostic partagé et des réponses communes. Réforme des retraites, justement. Réforme des retraites avant ou après 2022 ? Parce que c'est ça la question, c'est ça le débat. Une réforme des retraites ne peut être engagée que lorsque la crise économique est derrière nous. Quand je dis que c'est une réforme prioritaire, je le maintiens, mais priorité ne veut pas dire précipitation. Donc ça veut dire que dans le champ des réformes qui sont importantes pour que notre pays se porte mieux, rétablissent ses comptes publics, garantissent surtout, et c'est le plus important à mes yeux, un régime de retraite par répartition et le paiement des retraites de ceux qui ne sont pas encore à la retraite, le moment où la France aura retrouvé sa dynamique économique et sa croissance, il faudra engager une réforme. Et pour vous, ça serait quand, ça ? Le plus tôt, c'était non, mais vous avez une idée en tête, c'est quoi ? Non, 2022, 2023 ? Quand est-ce que la France aura mis derrière elle la crise économique et la crise sanitaire ? Mais le jour où nous aurons mis derrière nous cette crise économique et cette crise sanitaire, pour moi, la réforme des retraites fera partie des priorités. Alors, autre question, c'est la balance commerciale. Le déficit commercial qui a atteint 65,2 milliards d'euros en 2020. Les points forts de l'économie française, c'est quoi ? C'est le tourisme, l'industrie aéronautique, Airbus, les parfumeries, le luxe. Des secteurs handicapés, même grandement, totalement handicapés par la crise. Comment vous faites pour compenser ces pertes abyssales de ces secteurs ? C'est justement une des leçons importantes que nous devons tirer de la crise. La France et l'économie française se reposent sur un nombre trop réduit de secteurs. Ils sont prestigieux, ils marchent très bien, mais quand ils sont touchés par la crise, c'est le cas de l'aéronautique, c'est le cas de la viticulture avec les sanctions américaines, eh bien, immédiatement, l'impact sur notre balance commerciale se fait ressentir très lourdement. Donc il faut ouvrir de nouvelles chaînes de valeur, c'est-à-dire de nouveaux secteurs industriels où la France va réussir. Je pense aux batteries électriques, je pense au calcul quantique, je pense à l'hydrogène. Donc une nouvelle révolution industrielle, mais ça prend combien de temps ? Oui, c'est exactement le bon mot. C'est une nouvelle révolution industrielle reposant sur les technologies de rupture où la France peut réussir. Ça prend et elle le temps ? fera grâce au plan de relance, elle le fera grâce à la coopération européenne, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul, et elle peut le faire rapidement. Ça se compte en mois. Quand je suis chez Lacroix Électronique, dans le Maine-et-Loire, il y a quelques jours, formidable industrie de l'électronique. Ils se développent, ils vont ouvrir une nouvelle usine dans quelques mois, et c'est des emplois supplémentaires pour le Maine-et-Loire. Les batteries électriques, c'est début 2022. L'hydrogène, c'est d'ici 2 ans que nous pourrons ouvrir la première usine d'électrolyse, c'est-à-dire de séparation de l'hydrogène et de l'oxygène en France. Donc c'est pas au calendrier grec, c'est dans les mois qui viennent que nous pouvons, grâce à ces nouvelles chaînes de valeur, créer des emplois et des usines en France. Vous parlez du plan de relance. Il y a quand même des incertitudes par rapport à ce plan d'aide européen, qui est d'ailleurs un grand succès diplomatique, mais quand même avec un problème. Avant d'être mis en œuvre, il devrait être validé voté par l'ensemble des pays de l'Union. Ça va prendre du temps, peut-être jusqu'à 1 an, peut-être plus. Est-ce que ce plan ne risque pas d'être un plan pour l'après 2022 ? Ce serait bien dommage parce que la relance, c'est maintenant. Il faut que les pays le votent. Je me tue à répéter avec mes partenaires européens. J'ai lu ce matin une excellente interview, comme toujours, du commissaire européen Paolo Gentiloni, qui appelle lui-même à ce qu'on accélère les procédures. C'est un risque que ça dure longtemps. Mais ça ne peut pas durer longtemps parce que la relance doit se faire au moment où nous en avons besoin. Ce n'est pas en 2023 ou 2024 qu'on aura besoin de relancer l'économie. C'est maintenant, dans l'année 2021, qu'il faut mettre l'argent sur la table. Donc je souhaite que tous les États puissent, au niveau national, le plus vite possible, adopter et faire ratifier leur plan de relance. Vous pensez que ça sera quand ? Mais le plus tôt sera le mieux. Non, mais c'est comme le canon Je souhaiterais que nous puissions disposer de l'argent européen au plus tard au début de l'été.
au plus tard au D'ici début 6 de mois, l'été quoi. 2021, Enfin, d'ici 6 mois. D'ici 4 mois. Et vous croyez que vous serez satisfait, ça sera le cas? On met tout le poids politique nécessaire avec le président de la République pour que ce plan de relance qui, vous l'avez parfaitement dit, est un grand succès pour Emmanuel Macron. C'est lui qui a obtenu avec la chancelière allemande la levée de dette en commun qui permet d'avoir de l'argent pour le plan de relance. Mais cet argent ne doit pas rester dans des caisses totalement théoriques. Il doit arriver dans les usines, dans les entreprises, auprès des salariés. Parce que ça va booster la croissance, donc l'emploi. Une question d'actualité. L'OPA de Veolia sur Suez, à laquelle vous êtes opposé, qu'est-ce que va faire le gouvernement? Qu'est-ce que peut faire le gouvernement si l'autorité des marchés financiers accepte cette OPA? Nous, notre position a le mérite de la constance sur le sujet. Vous avez 2 grands groupes industriels qui sont spécialistes de la gestion des déchets et du traitement des eaux, qui sont des technologies complexes où la France a un savoir-faire mondial. Qu'est-ce que nous souhaitons? Moi, je ne prends pas parti, je tiens à le dire, parce que je vois la façon dont parfois on tire les propos du ministre. Je ne prends pas parti pour une entreprise contre une autre. Ça n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de défendre l'intérêt général, c'est-à-dire la préservation de l'emploi, oui, une OPA amicale. La préservation de l'emploi, la préservation des compétences industrielles et évidemment la préservation de la concurrence, parce que pour les collectivités locales, avoir le choix entre 2 opérateurs, c'est mieux pour la concurrence. Je souhaite simplement qu'on retrouve le chemin du dialogue entre les 2 entreprises. Et la question, c'était par rapport à l'autorité des marchés financiers, si elle l'accepte. Qu'est-ce qui se passe? Mais nous verrons quelle sera. C'est une autorité indépendante. Donc j'ai le droit de saisir l'autorité des marchés financiers. Je l'ai fait, comme l'a souligné d'ailleurs le président de l'autorité des marchés financiers, Robert Ophel, de manière totalement transparente et absolument pas secrète, pour savoir de quelle nature était cette opération. Ils rendront leur décision de manière totalement indépendante. Mais pour le moment, l'urgence à mes yeux dans cette opération, c'est que nous retrouvions le chemin du dialogue entre les 2 entreprises pour que cette opération puisse se faire sur une base amicale. On revient à votre livre, Bruno Le Maire. Parmi les critiques que vous faites, il y a celle concernant les institutions. Vous pointez par exemple la lenteur de notre procédure législative, et puis j'ai noté aussi quelque chose d'intéressant. Vous demandez s'il est acceptable par rapport au Conseil constitutionnel que notre plus haute instance juridictionnelle, donc le Conseil, soit composée d'anciens responsables politiques. Est-ce que ça veut dire qu'il faut virer Fabius, qu'il faut virer votre ami Alain Juppé, ou qu'il faut virer votre ancien collègue Jacques Mézard du Conseil constitutionnel? Alors, toutes ces personnalités sont des personnalités éminemment respectables. Oui, mais il y a ce que vous dites sur les responsables politiques. C'est justement parce qu'on personnalise les choses qu'on s'empêche de prendre des décisions qui sont structurantes. Mon interrogation, elle porte simplement sur la nature du parcours que l'on pourrait demander à l'avenir pour des membres, et a fortiori pour le président du Conseil constitutionnel. Moi, il me semble, quand je regarde l'Allemagne, quand je regarde les États-Unis, les très grandes démocraties, ce sont des cours constitutionnels composés de juges qui garantissent davantage d'indépendance dans le jugement. Donc plutôt, ça veut dire attendez, indépendance, ça veut dire que on est sûr d'avoir un arrêt juridique plutôt qu'un arrêt politique? Ça veut dire qu'on ait la garantie qu'il n'y a aucune complicité possible, et je dis complicité pas dans un sens péjoratif, mais simplement quand on a fait une carrière politique, on s'est connu, on s'est fréquenté, on se connaît personnellement. Je pense qu'il est préférable d'avoir une vraie indépendance, des parcours véritablement différents pour garantir la neutralité totale du jugement du Conseil constitutionnel. Et je le redis avec le respect profond que j'ai pour Laurent Fabius, pour Alain Juppé, qui sont de grandes personnalités politiques françaises, mais qui sont des personnalités politiques. Ça devrait à tout le moins susciter l'interrogation des citoyens de se dire la plus haute instance juridictionnelle du pays, aujourd'hui, elle est composée de responsables politiques. Est-ce qu'il ne faut pas changer cette composition? Ma réponse est oui. Il y a beaucoup de questions, donc j'essaie de faire des réponses courtes, et si vous pouvez répondre rapidement, précisément et de manière plutôt courte. Vous écrivez, quand on vous lit, on a l'impression que vous souhaitez qu'on supprime le poste de Premier ministre. C'est vrai ou pas? Je pense qu'on est dans un régime de plus en plus présidentiel qui est né du quinquennat, et qu'il est toujours bon que les institutions soient en accord avec la réalité du pouvoir. Donc supprimer le poste de Premier ministre, la fonction de Premier ministre? C'est-à-dire assumer que nous sommes dans un régime présidentiel où le président de la République exerce ses fonctions avec un certain nombre de responsables département par département, et que c'est l'évolution vers laquelle nous tendons
depuis que le quinquennat a été adopté. Et je fais Et vous très d'ailleurs, vous parlez attention, du quinquennat, et je vous cite ce que livre. vous dites sur le quinquennat. Il a été le grain de sable qui aura enrayé nos rouages institutionnels sans espoir de réparation. Le Oui, quinquennat. je pense qu'il n'y a pas de Donc on peut plus possibilité de revenir en arrière, réparation. alors qu'il Non, on faudrait... peut plus revenir en Voilà. arrière, mais du coup, il faut que nous adaptions la réalité du pouvoir à ces institutions, que nous ayons des institutions qui soient concordantes avec ce qu'est la réalité de la pratique du pouvoir. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et du coup, ça constitue une fragilité pour notre démocratie. Et vous critiquez, vous l'écrivez dans le livre, c'est ce que vous avez sans doute vécu aussi depuis que vous êtes à Bercy, mais encore plus depuis que vous gérez quelque part la crise. Vous faites des critiques à propos de la pratique du pouvoir. Hein. Vous dites, par exemple, le moins de conseillers ministériels a désormais plus de pouvoir que les élus du peuple. Une réunion interministérielle a maintenant plus de poids que les délibérations de l'Assemblée nationale. La monarchie gaullienne était une monarchie populaire, tolérable par tous. Elle est devenue une monarchie technocratique, critiquée par le plus grand nombre, ainsi de suite. Ça veut dire que ça fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Est-ce que ça veut dire... beaucoup améliorer. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, le Conseil de défense sanitaire, c'est quelque chose de malvenu qu'on n'aurait pas dû créer, qu'Emmanuel Macron n'aurait pas dû créer pour gérer la crise? Non, je pense que le Conseil de défense sanitaire, au contraire, c'est ce qui permet de prendre dans la délibération des décisions efficaces pour le pays. Vous savez, on n'arrête pas de dire il faut décentraliser, décentraliser, décentraliser. En période de crise, moi je constate que, à l'inverse, la centralisation des décisions économiques et financières nous ont permis de réagir vite et avec efficacité. Autre dossier, c'est une question qui vient après cette déclaration, ces propos que vous tenez dans votre livre. Emmanuel Macron a voulu supprimer l'ENA, il y a renoncé. Est-ce qu'il a eu tort? Réponse de l'ancien énarque et l'ancien normalien, et le normalien Bruno Le Maire. D'abord, c'est la réponse d'un énarque qui a démissionné de la haute fonction publique et qui estime que dans la réforme des institutions, eh bien, quand on a un engagement politique, donc partisan, on ne peut plus être haut fonctionnaire et il faut démissionner Suppression de la fonction pas de l'ENA publique. Est-ce que Emmanuel Macron fait bien de ne pas supprimer? Une proposition qui a été faite pour que l'ENA soit plus ouvert. Je soutiens totalement cette proposition. Pour moi, c'est une étape vers une transformation plus profonde de l'ENA. Alors vous, Bruno Le Maire, vous avez été élu local, ministre de l'Agriculture de Nicolas Sarkozy. Vous avez conduit une campagne primaire et donc en quelque sorte une mini-campagne présidentielle. Vous avez donc appris à connaître la France, les Français. Est-ce que pour pratiquer une bonne gouvernance, la bonne gouvernance, il ne faut pas passer par toutes ces étapes? Je sens comme non, vous sentez rien. un piège dans votre question. Non, pas du tout. Vous savez, la seule personne qui aujourd'hui ait la légitimité pour diriger le peuple français, c'est celui que le peuple français a choisi. C'est Emmanuel Macron. C'était pas ma réponse, c'était pas ma question. Donc, mais comme je voyais votre piège gros comme une maison derrière. Oui, parce que la question de relance, c'est est-ce qu'il manque pas ça à Emmanuel Macron? Je vous évite justement la question de relance. Vous voyez, ça vous fait gagner du temps. Vous me demandez d'être rapide, je suis rapide. Le seul qui a la légitimité, c'est celui que le peuple français a choisi. Il s'appelle Emmanuel Macron. Il s'appelle Emmanuel Macron. Comment vous définissez un bon ministre? Là aussi, vous allez répondre rapidement. Un bon ministre, c'est un ministre qui a des résultats. Un bon ministre, c'est un ministre des résultats. Alors justement, en ce qui concerne les bons ministres, au sein du gouvernement, c'est le trop-plein ou c'est le trop vide de bons ministres? De manière générale, depuis des années, nous avons des gouvernements qui sont de toute façon trop nombreux, on le sait. Ensuite, chacun des membres du gouvernement a été choisi par le Premier ministre, par le Président de la République. Il se trouve que je m'entends très bien avec l'ensemble des membres du gouvernement, certains dont je suis plus proche. Ensuite, quand il faudra réfléchir à ces nouvelles institutions que j'appelle de mes voeux, je suis convaincu, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, qu'il faut des gouvernements plus restreints. Alors, certains ont eu l'impression, après vous direz ce que vous en pensez, que vous avez sous-estimé Jean Castex à son arrivée à Matignon. Vous me direz si c'est le cas ou pas. Et est-ce qu'au fond, il n'y avait pas derrière ça un peu de mépris social? Je sous-estime jamais personne. Et le mépris ne fait pas partie de mes sentiments envers qui que ce soit, et certainement pas envers le Premier ministre. Il se trouve que je connais Jean Castex depuis des années. C'est un très bon Premier ministre. Il joue pleinement son rôle de Premier ministre, exactement comme les Français peuvent l'attendre. Il est disponible, il est ouvert. Nous échangeons régulièrement, je le vois chaque semaine pour faire le point sur mes dossiers, et nous travaillons très bien
ensemble. Et je le considère aussi, depuis des années, comme un ami personnel. Donc vous voyez, Donc il n'y avait pas sous-estimé. S'il y a un soutien dans le gouvernement du Premier ministre Jean Castex, c'est bien moi, et quelqu'un qui travaille en parfaite intelligence avec lui, c'est bien moi. Édouard Philippe, il paraît qu'il y avait une mésentente entre vous. Il n'y a pas de mésentente. Mais j'ai le Ou mérite une d'être rivalité honnête. alors peut-être. Ouais. Ni mésentente, ni rivalité. Vous savez, quand vous êtes dans un gouvernement, il y a des règles, il y a des places, il y a des institutions, il vaut mieux les respecter. Emmanuel Macron, candidat en 2022, est-ce que ça vous paraît être une évidence? Rien n'est évident en politique. Ah oui. Mais pour moi, c'est un souhait. Et c'est un souhait. Ah, c'est un souhait, pas que rien ne soit évident. Un souhait qu'il soit candidat. C'est un souhait que Emmanuel Macron soit candidat pour un deuxième mandat. J'exprime ce souhait de manière très transparente. Il sait qu'il pourra compter sur mon soutien total, mon soutien engagé. Je considère que nous n'avons pas fini ce que nous avions à construire pour le pays, parce qu'il y a eu des crises, parce qu'il y a cette crise sanitaire. C'est lui et lui seul qui décidera, la décision n'appartient qu'à lui. Mais pour ce qui me concerne, je souhaite sa candidature et je souhaite sa réélection. Et je m'engagerai pour ça. Rien n'est évident, parce que beaucoup aujourd'hui, Bruno Le Maire considère que si Emmanuel Macron n'est pas candidat, en 2022, le candidat naturel serait ou sera Édouard Philippe. Est-ce que c'est juste ? Et est-ce que si c'est le cas, vous ferez campagne pour lui? Je ne fais pas de spéculation sur les intentions des uns et des autres. Je pense que je ne peux pas être plus clair que ce que j'ai été sur mon souhait pour notre majorité. Nous exerçons aujourd'hui le pouvoir. Présidence de la République, gouvernement, nous exerçons le pouvoir au service des Français avec une vision de ce que doit être l'avenir du pays. La construction européenne dans laquelle nous souhaitons nous intégrer davantage, le respect de l'ordre républicain et la défense d'une économie de marché qui doit permettre à chacun de vivre dignement de son travail. Voilà quels sont les piliers de ce que nous défendons comme projet pour la France. Tout cela avec une grande ambition, qui est l'ambition de la lutte contre le réchauffement climatique, qui nous rassemble tous. À partir de là, qui est le mieux placé à mes yeux pour poursuivre ce travail-là? C'est Emmanuel Macron. Qui, à mon sens, doit être candidat pour notre majorité? C'est Emmanuel Macron. Et qui est-ce que je soutiendrai en 2022? C'est Emmanuel Macron. Et alors vous, Bruno Le Maire, et puis vous, on le sent dans votre livre, dès les premières pages, on se dit, Bruno Le Maire, il n'a qu'un objectif en tête, c'est la présidence de la République. Vous lisez drôlement mon livre. Mais on il s'ouvre sur l'incendie de Notre-Dame. Oui. Je ne sais pas comment de l'incendie de Notre-Dame mais vous tirez on des conclusions sur mes ambitions pour la présidence de la Il y a un certain République. nombre de choses que vous dites, notamment sur des institutions, qui pourraient être au centre d'un projet présidentiel. Est-ce que, avec l'échec que vous avez eu à cette première présidentielle, vous avez mis fin à cette ambition ou c'est toujours dans votre état d'esprit? Mais les échecs sont bons dans la vie. Et je crois qu'une des choses absolument fondamentales qui doit évoluer dans notre pays, c'est de comprendre que les échecs sont bons et que les échecs sont nécessaires pour grandir. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris de cet que, échec et comment vous pouvez parce que vous avez rebondir? un échec, tout d'un coup, vous disparaissez et vous n'avez plus aucune chance. Au contraire, un échec, c'est ce qui vous fait changer, c'est ce qui vous fait évoluer. Moi, je ne suis plus le même homme avant et après la primaire. Et tant mieux, si vous ne tirez pas les leçons de votre échec, ben, c'est un peu dommage pour vous. Mais alors, répondez-moi franchement, vous y pensez toujours à l'Élysée ou pas? Mais les rêves que j'ai pu porter dans quelques domaines que ce soit, des domaines personnels, des domaines politiques, des domaines littéraires, je ne les abandonne jamais. Je pense que quand on commence à abandonner ses rêves, on renonce à soi. Quand on renonce à soi, on n'est plus vivant. Et comment on fait pour qu'un rêve, comment vous allez faire pour que ce rêve devienne réalité? Mais le rêve, laissez-le grandir, se porter. Prospérer. Aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que dans un peu plus de 12 mois, il y a une élection présidentielle, c'est celle de 2022, que je pense être celui de la majorité qui est le plus clair. Interrogez d'autres à votre micro, on verra s'ils sont aussi clairs que moi sur le souhait de candidature et leur engagement. Mon souhait de candidature va vers le président de la République en fonction, je le soutiendrai et je le soutiendrai sans réserve, avec toute la force de conviction que je peux mettre dans une campagne. Et je cite une autre phrase de votre livre, c'est vous qui l'écrivez, c'est vous qui parlez, un chiffre devrait nous mettre en garde, le nombre de nos compatriotes qui rêvent d'un régime autoritaire. Le Pen présidente en 2022, c'est donc possible? C'est une possibilité. Et je pense qu'il faudrait manquer de la plus élémentaire lucidité pour ne pas voir que c'est devenu une possibilité. Il faut le regarder sereinement, il faut le regarder avec gravité, et il faut savoir en tirer les conséquences sur la manière dont on prend les décisions politiques, dont on obtient des résultats, dont on soutient ceux qui sont les plus fragiles, ceux qui sont les plus menacés par la crise. Quand j'ai l'obsession comme ministre de l'économie de soutenir les artisans, les commerçants, les indépendants, c'est parce que je me dis, eux,
si jamais on ne les soutient pas pendant la crise, alors même qu'on leur impose la fermeture de leur établissement, ils vont se retourner contre nous et ça se comprendra. Ça veut dire que quelque part, vous êtes le ministre anti-Le Pen ? Mais personne n'est le ministre anti-Le Pen. Je suis le ministre pour la France et pour les Français. Je ne me construis pas contre Madame Le Pen. Non, mais vous montrez à ces gens-là qui peuvent être tentés par le Front National, le Rassemblement National, qu'il y a notre... le Front National n'est certainement pas, ou le Rassemblement National n'est certainement pas ce qui permettra à notre pays de réussir, de garantir la prospérité, de garantir la sécurité des Français, de leur permettre de garder leur rang et leur statut. Donc je continuerai à me battre pour que notre politique donne des résultats. Je pense qu'on gagne quand on porte un projet et un idéal. On ne gagne pas en étant contre les autres. Et alors, dernière question. Vous êtes papa, Bruno Le Maire. Est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui, en 2021, à vos enfants de faire comme vous de la politique ? Je n'empiète pas sur la liberté de mes enfants. Si certains veulent s'engager en politique, tant mieux, je les soutiendrai. Si certains estiment que c'est trop dur et que c'est une vie trop astreignante, je leur dis je vous comprends. Parce voilà, ils sont libres. Au-delà de vos enfants, je mets la liberté au-dessus de tout. Donc mes enfants sont libres de faire ce qui paraît bon pour eux, ce qui leur permettra de se développer et d'être eux-mêmes. Parce qu'au-delà de vos enfants, il y a la jeunesse. C'est Emmanuel Macron qui a dit c'est dur d'avoir 20 ans aujourd'hui. Vous aussi, vous dites ça ? Oui, je pense que c'est... je le vois avec mes deux fils aînés qui ont 19 et 21 ans. Ils ne peuvent pas sortir. L'un avait un projet d'aller se déplacer à l'étranger et travailler en Europe. Il ne peut pas. Erasmus, c'est fini pour tous les jeunes qui avaient ce projet-là. C'est compliqué de trouver un stage. C'est compliqué de financer ses études parce qu'il n'y a pas de petit boulot disponible. Ils ne peuvent pas faire la fête. Donc oui, c'est une vie difficile. N'oublions pas qu'il y a d'autres jeunes à travers la planète pour lesquels c'est encore beaucoup plus difficile. Mais être jeune aujourd'hui en France, dans cette période de restrictions sanitaires, c'est difficile. Ils payent pour la sécurité sanitaire collective. Je pense qu'au lendemain de la crise, ils devront mériter toute notre attention et tout notre soutien. Alors avant de nous quitter, Bruno Le Maire, je rappelle que votre livre « L'ange et la bête », et alors vous ne nous avez pas dit qui était l'ange, qui était la bête. Nous sommes tous un peu les deux, vous savez. Un peu les deux, oui. Et donc c'est publié chez Gallimard. Merci en tout cas d'avoir accepté Merci, Frédéric Aziza, de participer à cette émission. Bon dimanche sur Radio J et à la semaine prochaine. Merci.